On passe au cœur du podcast avec toi, donc Joe, coach en développement personnel à Lasvel, je le rappelle. Donc tu travailles avec deux joueurs qu'on suit de près. On va surtout parler de Théo Malédon. On évoquera aussi Mathieu Strazel. Théo Malédon, donc, d'après les analyses, je parlais des big boards, des mock drafts qui sont publiés ici et là. À l'unanimité, il sera drafté probablement au premier tour en juin prochain. Après, on n'est jamais sûr de rien, évidemment. Cette année, il joue le championnat et l'Euroleague à seulement 19 ans. Romain, je te laisse la première question à Joe. Ben, tout simplement, où est-ce qu'il en est pour toi aujourd'hui par rapport au développement sur les choses qu'il y avait éventuellement à perfectionner avec lui, par rapport à l'échelle de temps que vous étiez éventuellement fixé en termes d'objectifs de progression, pour faire très large? Alors, on a pris du retard de par sa blessure à l'épaule en début de saison. Maintenant, actuellement, aujourd'hui, là, on est sur la bonne voie. On a pris du retard, mais vaut mieux mal commencer ou commencer so-so et de bien finir. Donc là, on continue à bosser et là, il est sur une bonne période et il est en confiance. Et là, on est bien. En ce moment-là, on est bien. On a récupéré le temps perdu, on va dire. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir aussi un calendrier aussi lourd, ça pèse au niveau du travail que toi, tu veux effectuer avec lui? Quel est le bon dosage entre avoir du temps de jeu et prendre du temps pour le développement personnel? Alors, c'est là où c'est important et il faut analyser parce qu'on joue énormément, donc on a beaucoup moins de temps. Donc, et lui, c'est un joueur qui a besoin il se regroupe sur le travail, c'est-à-dire en musculation ou sur le travail technique. En fait, il se cache derrière ça et il a raison, c'est un gros travailleur. Donc, il a besoin de ça. Et c'est vrai qu'on a moins le temps de travailler, donc il faut cibler, en fait. Il faut faire des sessions plus courtes, mais toujours rester, toujours avoir cette activité et toujours s'améliorer. Donc, mais après, Théo, j'ai eu la chance et j'ai la chance d'entraîner pas mal de joueurs et Théo, c'est le plus gros travailleur. Il s'avère qu'après les matchs, on est capable d'être à 8 heures du matin à la salle parce qu'il n'est pas content de son match. Donc, pour en revenir à ta question par rapport au temps de travail, on a moins de temps de travail, mais on essaye de maximiser en fait le peu de temps qu'on a. Voilà. Justement, maximiser le temps que vous avez pour travailler quoi? Qu'est-ce qui est le plus important? Romain te demandait tout à l'heure où Théo en était au niveau du développement. Qu'est-ce qui est la priorité en ce moment et dans les mois à venir avant la draft? La priorité en ce moment, il est bien. Il fait des matchs intéressants. Il lui manquait de l'adresse. Donc, on fait moins de shoot. On a fait moins de sessions de shoot ces temps-ci parce que de par le calendrier aussi. On en faisait beaucoup moins que l'année dernière, par exemple. Là, donc, on réduit le temps, mais on en fait quand même. Donc là, par exemple, pour moi, il lui manque de l'adresse en ce moment-là, à ce moment-là. Après, c'est par période, en fait. C'est une analyse. Euh, il y a des moments où il fallait travailler ses pick and roll, là, sa capacité à changer de rythme, où il a progressé, sa défense aussi, parce que le travail individuel, c'est pas que l'attaque, c'est sa défense, ses appuis. Donc en fait, c'est par l'analyse qu'on fait de ses besoins en fait sur le moment T. Donc c'est ça. Pour toi, il lui manque justement, tu parlais de beaucoup de choses que vous avez travaillées. Après, tu le sais très bien, il y a, pour aller en NBA, pour être drafté, il y a un argumentaire de vente, entre guillemets. Hein, j'aime pas parler comme ça, mais ça reste quand même des personnes qu'on va sélectionner sur justement un ou deux skills vendeurs, entre guillemets, une ou deux capacités à faire des choses de manière mieux que les autres, quoi. J'imagine que vous avez déjà identifié là-dessus quels sont les points forts peut-être
à accentuer? Quels sont les points faibles à masquer, à gommer? Alors, je vais commencer par les points faibles. Le coach est dur sur lui, exigeant sur lui sur ce point-là, c'est sa défense. Il a vraiment progressé sur sa défense et là, il peut aussi encore passer un cap, notamment à l'heure de passer les écrans. Il est mieux sur la défense, hein, sur la défense individuelle, sur l'homme. Sa capacité à défendre va être clé s'il veut aller de l'autre côté. Pourquoi? Parce que les arrières sont beaucoup plus rapides et le terrain est beaucoup plus grand. Donc là, ça va être sa capacité à défendre, à être régulier sur cet aspect-là. De l'autre côté, après, en attaque, je pense que vous connaissez Théo, c'est un joueur talentueux, altruiste, grand, avec de bonnes mains, qui a une bonne vision de jeu. Aujourd'hui, qui arrive vraiment à jouer avec une autre un peu intensité, il sait un peu à l'intensité de l'Euroleague. Il faut savoir que la situation à l'Asvel, elle est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on joue avec vraiment 12 joueurs. On joue une compétition comme l'Euroleague où il est arrivé que Théo joue des matchs 5 minutes. Donc, c'est pas vraiment facile de s'exprimer. Mais on continue à travailler tous les jours. Et le travail finit par payer. Le coach le disait clairement la dernière fois. Si on jouait en Eurocoupe, il laisserait Théo jouer 25-30 minutes par match et Théo ferait une saison, une bien meilleure saison. Maintenant, là, c'est un autre niveau, plus exigeant. On a une grosse équipe et c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que quand on me demande sur Théo, il faut tout remettre dans son contexte. Moi, l'an dernier, sur la saison dernière, je l'ai vu jouer 6-7 fois. Et sur le début de cette année, un petit peu, si j'avais une faiblesse réelle à retenir, entre guillemets, c'était le fait qu'il se fasse énormément impacter sur les écrans. Que ce soit, tu en as parlé, que ce soit sur les pick and roll directement ou les écrans non porteurs. Il se faisait beaucoup, beaucoup toucher. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, c'est lié à de la vitesse d'appui? Est-ce que c'était lié à peut-être une prise d'info ou peut-être une anticipation qui n'était pas suffisante? Et question complémentaire, est-ce que les petits pets qu'il a eu à l'épaule, on peut aussi renforcer un peu l'appréhension que peut avoir le joueur par rapport notamment à la prise d'infos sur le choc que peut créer l'écran? Ça fait peut-être beaucoup d'un coup comme question, mais il y a de quoi discuter. Non, sur son épaule, il a plus d'appréhension. En fait, non, il a vraiment plus d'appréhension. Et aujourd'hui, je pense qu'il est même encore plus dur parce qu'il se renforce tous les jours avec Manu Lacroix, avec le préparateur physique. Donc, on avait ces questions-là au tout début. On se disait, est-ce que ça va pas l'affecter à ce niveau-là, puisqu'il avait déjà des problèmes en défense, mais pas du tout. Avec le travail qu'il a effectué en salle de musculation, le renforcement qu'il continue à faire, il n'a pas du tout d'appréhension. Maintenant, il s'est hissé au niveau de l'intensité du coach, c'est-à-dire l'intensité que le coach demande, une pression tout-terrain fort. Maintenant, lui, il partait avec des lacunes, c'est-à-dire défensives. Donc, il a des problèmes, c'est vrai, à l'heure de passer les écrans, par exemple, sur l'homme. Maintenant, moi, c'est une question d'appui et une question de centre de gravité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il baisse, qu'on travaille encore, que ce soit en attaque ou en défense, son centre de gravité. Une fois que tu baisses ton centre de gravité et si tu es explosif et tes appuis sont vite, tu vas pouvoir passer. Et souvent, en fait, il se relève et donc il prend du retard et il tape les écrans. Voilà, c'est mon analyse. Et dans quelle mesure est-ce que tu penses que justement ce travail sur le centre de gravité il est possible? Parce qu'on sait qu'en fonction du profil physique, de la hauteur de hanche et également de ce que tu peux avoir aussi sur le plan musculaire, on peut plus ou moins jouer sur ce truc-là. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un truc qui est possible à résoudre à court terme chez lui? Je pense oui, parce que quand je lui demande de le faire, que ce soit en attaque ou en défense, il est capable de le faire. Maintenant, c'est pas régulier. Ouais, faut fixer, il le fait, voilà, quand il le fait, il sent tout de suite la différence. Maintenant, voilà, il faut fixer et j'espère que ça va pas prendre énormément de temps. Il faut qu'on y arrive avant la fin de l'année. Maintenant, là, il a déjà pas mal progressé et on continue. C'est un processus. Tu sais mieux que moi, c'est vraiment difficile de changer les habitudes. Donc on y est, on travaille dessus. En collaboration aussi avec le préparateur physique, parce que c'est un tout, quoi. Les appuis,
On travaille aussi en collaboration avec Manu pour l'aider à progresser. Et dans le cas d'un joueur comme Théo, le volume que ça peut représenter, alors en sachant que le calendrier doit être un peu délirant certaines semaines, mais quel volume horaire ça représente à peu près par semaine de travail spécifique pour toi avec le joueur, enfin sans compter le travail de prépa physique spécifique par rapport à lui. Tu parles de cet aspect-là, tu parles de la défense Non, excuse-moi, je parle toi si tu veux en tant que en tant que coach de player development, combien de temps est-ce que tu penses passer à peu près avec Théo chaque semaine? En termes de temps? Ouais, en termes de temps de travail. De temps de travail, ça dépend vraiment. Tu sais, on joue vraiment tous les 2 jours. Oui, c'est pour ça dépend du calendrier. Là, donc, on est quand aujourd'hui? On est mardi. On a joué dimanche à Cholet. Donc, on est revenu que lundi. Donc, ce matin, en fait, j'ai travaillé avec lui. Ce midi, là, on a travaillé ensemble. On a travaillé 1 heure, plus, on a dû travailler bien 1h30 aujourd'hui. Donc là, on rejoue après-demain. Donc demain, on va faire 3 heures. Ça va faire 3 heures. Vendredi, et après, on rejoue quand là? Tu vois, on joue tout le temps. Donc, il faut vraiment je vais prendre le calendrier pour te dire cette semaine, par exemple, comment je travaille avec lui cette semaine. Ouais, une semaine type, si tu veux, une semaine type, voilà, pour avoir une idée. Ça va faire du 6-7 heures peut-être par semaine. En plus, tout ça, des entraînements évidemment collectifs, des matchs, etc. Donc demain, après on joue Salzgiris. Ouais, allez, un peu moins, ça va faire, un peu moins quand même. 3 heures, allez, 5 heures par semaine. 5 heures par semaine, à peu près. Et excuse-moi Alex, juste pour finir sur ce truc-là. Et toi, avec ton expérience perso, si vous n'aviez pas l'Euroleague ou s'il y avait une compétition ou des calendriers peut-être un peu plus faciles à gérer, tu penses qu'idéalement, le volume horaire de travail sur le travail hebdomadaire, pour un joueur de ce profil-là, ça pourrait être de combien pour que ça reste optimal sans tomber dans du surentraînement? Non, justement, on en parle en plus en ce moment. Tu sais, on essaie vraiment d'optimiser le travail. Par exemple, on fait du shoot, mais en ce moment, je trouve qu'il manque d'adresse. Donc, on va faire du shoot et je veux pas qu'on passe énormément de temps à la salle pour l'effet inverse. Voilà, pour l'effet inverse, pour le fatiguer. Donc, par exemple, on va être sur, on est en 30 minutes, 20 minutes. Non, là, aujourd'hui, même en 15 minutes, il doit me faire, par exemple, sur de l'adresse pure, 5 séries sur 10 sur 10. Aujourd'hui, il a fait en 30 minutes 7 séries c'était 10 ou 15? 10 de suite. Tu vois, donc on essaye vraiment de timer et de rester un peu sur de la qualité au lieu que ce soit de la quantité. Tu vois, ça c'était après l'entraînement. Avant l'entraînement, on travaille des choses un peu plus spécifiques. Donc repose-moi ta question alors par rapport je l'ai déjà bouffé. C'était toi sur une semaine type. Ce que tu pensais entre guillemets d'encaissable, si tu veux, pour un joueur de ce profil-là, pour que ça reste optimal. Voilà, c'était ça. S'il n'y avait pas l'Euroleague. Ouais, pour que ça reste optimal, tu sais, sans tomber sur le surentraînement ou sans tomber dans une espèce de routine qui fait que tu sais comment c'est. Tu t'entraînes, tu es dans l'hyper-travail, mais il y a un moment où finalement, c'est ce qu'on disait, ça l'effet inverse. C'est-à-dire que plus tu bosses, moins tu envoies les effets et au final, tu te mets à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça, c'est pas facile à juger. Et ça, c'est un peu mon analyse par rapport au match, par rapport à l'état de fatigue, par rapport au moment où tu n'as pas envie de surcharger. Il y a eu un peu... j'en sais rien, une altercation avec le coach. Tu sais, c'est une analyse globale où il faut vraiment, même si on continue toujours à travailler, mais ça se trouve, ça va être un peu moins de temps. Aujourd'hui, on va regarder, on va faire plutôt de la vidéo. On va faire de la vidéo. Juste après, on va travailler sur ce qu'on a vu à la vidéo, tu vois. Et ça, c'est mon analyse, c'est l'analyse que je fais à l'instant T. Bien sûr, après, il y a toujours une base de travail régulière, mais après, on joue dessus pour pas surcharger physiquement aussi mentalement le joueur, quoi. Les joueurs, parce que c'est pas que avec Théo, quoi. On a parlé du mental en début de cette émission.
c'est quelque chose qu'on connaît évidemment moins bien que ses qualités évidentes dans le jeu du côté de Théo. Comment toi tu juges, on va dire son profil psychologique? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup? Est-ce que c'est quelqu'un qui intériorise, qui intellectualise? Comment tu le jugerais sans rentrer dans des théories psychologiques poussées? Alors, il intériorise vachement. C'est pas un gamin qui s'ouvre naturellement à tout le monde, enfin qui va pas parler naturellement facilement à tout le monde. Il intériorise mentalement. Faut savoir que c'est un jeune joueur, mais il se construit. Moi, je le trouve fort mentalement parce que je vais pas vous mentir que notre coach, il est pas. C'est un bon coach, très bon coach, hein, mais il est pas tendre. Vous connaissez les coachs de l'Est, et il est pas tendre. Et il lui en a fait baver, il en fait baver aux autres joueurs. Donc si mentalement il n'est pas fort, il ne ferait pas ce qu'il fait aujourd'hui. On parle beaucoup, c'est un aspect pour moi qui est important. On parlait de Kobe Bryant et voilà, voilà ce qu'il est, c'est vraiment mentalement, rien ne peut te casser. Continue à travailler, réfléchis, étudie. Moi je l'accompagne, mais je ne sais pas tout. Euh, euh, on parle de basket, on parle des choses de la vie. C'est une relation un peu particulière, mais mentalement, Théo est costaud. Théo est fort. Son environnement familial, est-ce qu'il y a une forte pression pour réussir? Est-ce qu'il y a un accompagnement en douceur, un lâcher-prise? Comment tu vois ça, toi, depuis ton poste de coach? Son environnement est sain. C'est un gamin très, très famille. Sa famille est ici avec lui. Ils ont bougé. Il est de Rouen. Ils sont venus à Lyon. Ils sont installés. Il est avec sa famille, ses frères. Là, cette année, il a commencé un peu à prendre son indépendance, mais il est très famille et c'est très bien comme ça parce qu'aujourd'hui, ça peut aller très très vite avec les réseaux sociaux, mais lui, il a vraiment cette stabilité avec sa famille et je trouve que c'est ce qui fait un peu des fois la différence sur d'autres gamins qui, à son âge, peuvent être très exubérants, on va dire. Lui, pas du tout. Il a ce cocon familial et ce qui est très bien. Mais pas de pression particulière, non, pas de pression particulière. Cette année, pour être honnête, j'ai senti un peu plus de pression, mais de l'extérieur. Parce que c'est pas facile à gérer pour un gamin quand tu es à l'entraînement ou au début du match, où tu as je sais pas combien de scouts qui sont là avec leur téléphone, qui filment, tu vois, mais lui, je trouve qu'il le gère bien. Maintenant, la pression est passée. Il y a eu un moment où il a douté beaucoup avec sa blessure. Il est revenu, il ne jouait pas beaucoup. Il a douté beaucoup. Je continue à lui dire qu'il faut continuer à travailler, que ça va venir, que c'est une question de temps. On ne revient pas comme ça du jour au lendemain d'une blessure. Il faut reprendre le rythme, regagner la confiance du coach. Donc là, il est reparti sur le mode un peu comme l'année dernière. Un peu. Il faut qu'il retrouve un peu son rythme de croisière. Mais pour revenir à ta question, familialement, c'est très stable. Pour finir sur l'aspect psychologique, et ce sera l'occasion d'évoquer Matthew Strazel, dont on aura l'occasion de reparler dans d'autres podcasts, on a l'impression d'une vraie différence, et je pense que tu pourras le confirmer, entre les deux, entre un Strazel qui a une mentalité très américaine, très je n'ai peur de rien, etc. Un Malédon peut-être plus, tu disais, moins parler. Est-ce que comment se vit la concurrence entre les deux, puisqu'il y a une concurrence, ils jouent au même poste, ils sont tous les deux jeunes, ils aspirent tous les deux à une carrière internationale. Bon, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. C'est pas le même type de joueur non plus. Je sais pas si tu connais un peu Matthew. Tu vois, c'est pas le même profil, c'est pas la même non, taille, c'est pas les mêmes points forts. C'est pas les mêmes. Après, pour moi, il n'y a pas c'est une concurrence saine entre deux. Matthew est bon en ce moment. Il a été bon à Cholet, il a été bon au Pana. Il joue, il n'y a pas de problème. Le coach l'aime beaucoup, mais on peut pas comparer. Pour moi, je ne peux pas comparer les deux joueurs.
Tu ne peux pas comparer les deux. Non, je te demande pas de comparer, mais de savoir comment il le vit, Théo, cette espèce de... Pas que avec Mathieu, par exemple. Aujourd'hui, Mathieu joue plus qu'Antoine Dio. Pourtant, Antoine Dio, c'est Antoine Dio. Ouais. Vous voyez, donc c'est même pas une question de Théo, Mathieu, mais c'est même Edwin joue un peu moins. Donc c'est pour ça que je vous disais que le coaching le management du coach n'est pas évident et tu dois rester prêt à tout moment. Donc là, en ce moment, Mathieu est prêt, il s'entraîne bien, il joue. Théo est bien, mais est-ce que ça peut changer? C'est pour ça qu'on se cache derrière le travail, on continue à travailler pour rester prêt. Jamais être trop haut, jamais être trop bas. Toujours avoir cette régularité. Mais lui, il est fort mentalement. Pour surpasser cette concurrence. De toute façon, la concurrence, il y en aura toujours, qu'il soit en NBA, qu'il soit en Euroleague, la concurrence, il y en a toujours. Donc, c'est comment lui, il gère cette concurrence. Il a un coach pour le côté psy? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Je ne pense pas, non. Ok. Romain, tu as une dernière question pour Joe? Non, mais je pense que on a fait le tour du truc. Déjà, je te remercie d'avoir présenté un petit peu tout ça, parce que c'est toujours très intéressant à savoir, si tu veux, d'entraîneur à entraîneur pour voir un petit peu où vont les uns les autres dans leur façon de bosser, et puis également pour des jeunes coachs qui pourraient écouter tout ça, puis chercher à s'informer. Je trouve qu'il y a peu de manières d'échanger réellement entre nous de manière ouverte comme ça et publique. Donc merci pour le temps que tu nous accordes pour en parler et pour parler un peu de cette facette de ton boulot, parce que c'est super important. Tu as dit un mot pour moi qui est très très juste et qui est un petit peu la clé de tout. C'est-à-dire qu'à côté de la détermination, je mets autre chose, je mets la régularité. Et tu l'as mis en avant dans ta conclusion, et je trouve que c'est quelque chose à laquelle il faut aspirer quand on est un jeune joueur. Il faut être capable de se fixer un niveau minimum d'exigence en dessous duquel on ne veut plus descendre, et puis surtout ne pas chercher forcément à faire des choses extraordinaires tout le temps ou tout de suite. Il faut petit à petit trouver de la régularité. La régularité, on la trouvera en maîtrisant, c'est ce que je dis souvent, ce qu'on sait faire. Un joueur de haut niveau, il fait ce qu'il sait faire, il fait pas autre chose. Et c'est souvent comme ça qu'on arrive à déceler aussi les jeunes joueurs à potentiel. C'est des gens qui maîtrisent un petit peu plus cet aspect-là et qui sont capables de ne pas se perdre en route. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est marrant parce que j'en parlais hier avec Anthony Brossard, le coach des espoirs, et parce que je travaille aussi à l'académie avec les jeunes. Là, on parle de Théo, mais voilà, c'est beaucoup, mais il y a d'autres joueurs aussi à l'Asvel, avec notamment le centre de formation. On investit sur des jeunes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, quand on en parlait hier, que les jeunes ne connaissent pas leur rôle. Donc, ils veulent un peu tout faire. Il vaut mieux, bien sûr, trouver cette régularité, mais la régularité aussi, elle se trouve dans le rôle que tu as. Donc, tu es un défenseur, un shooter, tu vas rester, tu vas être vocal, tu vas être le leader défensivement. En attaque, on ne te demande pas. Si tu es ouvert, tu shootes. Si tu as vraiment et ça, c'est très important. Connaître vraiment son rôle aussi. C'est important. Voilà. Merci beaucoup, Joe. Merci à vous. D'être venu parler de tout ça avec nous. Merci pas de problème. beaucoup. Si vous avez encore d'autres choses à un autre moment, il n'y a pas de... Écoute, on te réinvitera avec plaisir à la limite, il n'y a pas de souci. Peut-être pour refaire un point dans quelques semaines ou dans quelques mois, on peut envisager ça. Vraiment avec plaisir. Merci pour ton temps. Merci pour ta disponibilité. Absolument. Allez. Merci, à la prochaine. Merci. À bientôt. Au revoir.